Fait un post en disant est-ce qu'il y en a que ça pourrait chauffer que je fasse une formation. Il se tape peut-être 1000 commentaires, tu vois. La semaine d'après, on fait une landing page précommande. Il fait un post LinkedIn et le lendemain, il y avait... Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis avec Jordan Chenevier-Truchet. J'ai pas fait de faute. Non, c'est bon. Nickel. Écoute, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de t'avoir dans le podcast. Comment tu vas ? Bah, ça va au top et je suis très heureux d'être dans ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, trop cool. Du coup, on va parler forcément de contenu, mais contenu qui convertit, parce que j'ai longuement cherché, en tout cas dans le paysage français, en fait une boîte qui était capable de donner des vrais chiffres sur combien gagner grâce à son contenu. Bon, je pense que tu es une des personnes qui produit beaucoup de contenu, notamment sur LinkedIn. On en parlera. Et donc voilà, l'idée pour moi c'est de parler de ça, parce qu'effectivement c'est un enjeu pour toutes les boîtes B2B aujourd'hui, celles qui sont quand même encore, je pense, frileuses pour en faire, ou en tout cas en font de manière pas forcément toujours judicieuse, dépensent beaucoup d'argent mais sans forcément avoir beaucoup de résultats. Donc voilà, l'idée c'est un peu de parler de ça. Mais avant, tout le monde te connaît pas, même si tu as quand même beaucoup de présence sur internet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr. Donc, je suis Jordan, comme tu l'as dit. Je suis le fondateur d'un collectif qui s'appelle Bulldozer. On est spécialisé en marketing et growth. Et donc, j'ai monté ça avec un associé qui s'appelle Enguerrand. Avant ça, j'ai été le CMO d'une boîte qui avait beaucoup fait parler, notamment sur LinkedIn, qui était Germinal. Voilà, et c'est au travers de cette expérience que, notamment, je me suis mis à faire du contenu. Et à part ça, j'habite dans les Alpes. Je suis papa. Et voilà, life is good. Trop bien. Trop bien. Bah du coup, on va commencer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à tes débuts, qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir la voie du contenu pour développer ton business. C'est pas forcément généralement quand on décide de faire un business, surtout sur la partie B2B, on va se dire voilà, il me faut mon premier sales, qui fasse du téléphone, qui envoie des mails, qui va chercher en fait au maximum de rendez-vous. Toi, t'as choisi la voie de contenu comme stratégie pour développer Bulldozer. Pourquoi ? Bah parce que je savais que ça marchait. Ok. En fait, c'est une raison assez bête. C'est donc au sein de Germinal, j'ai vu l'impact que pouvait avoir le contenu, notamment grâce à Grégoire Gambato, qui était le fondateur cofondateur de Bulldozer, de Germinal, pardon. Et donc en gros, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais le jour où Germinal s'est lancé dans la vente de formations, donc on s'est dit ah tiens, on pourrait lancer des formations, etc. Et puis Grégoire qui sentait que bon bah voilà, lui sur LinkedIn, il avait quand même vraiment de l'impact. Beaucoup de gens le contactaient, etc., etc. Il s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais faire une formation qu'il avait appelée Influence LinkedIn. Et donc, comment faire du LinkedIn pour son business, etc. Et donc, en gros, il fait un post en disant, est-ce qu'il y en a que ça pourrait chauffer que je fasse une formation? Il se tape peut-être 1000 commentaires, tu vois. Wow. Et la semaine d'après, on fait une landing page précommande. Il fait un post LinkedIn et le lendemain, il y avait 100 000 balles sur le compte en banque. Donc, okay. Le truc, c'est que quand tu vis ça de l'intérieur, bah t'hallucines. Ouais, tu es en mode ok, d'accord, tu comprends que tu te dis mais attends, mais c'est quoi ce truc, tu vois, enfin c'est pas possible. Et donc moi qui voyais donc l'impact de ça, j'avais commencé un petit peu à poster sur LinkedIn parce que bah du coup on était dans cette dynamique au sein de la boîte. Sauf que bah moi je voyais pas tu vois les effets de mes posts à moi, je les voyais pas particulièrement, mais je savais que c'était dans un espèce de tout et que vu que plusieurs personnes de la boîte postaient, ça avait un impact. Enfin, en tout cas, j'en étais convaincu. Et donc, en fait, le truc, c'est que quand j'ai lancé Bulldozer, déjà, j'ai fait un post LinkedIn en disant je quitte Germinal. Au début, c'était pas par rapport à Bulldozer, mais c'était par rapport à mon activité de freelance. J'ai quitté Germinal et je me lance en freelance. S'il y en a qui sont intéressés, contactez-moi. Go, ouais. Dans la journée, j'ai chopé 15 leads sérieux. Ok. Et là, tu vois, tu sais, c'est ces petits trucs où tu te dis, putain, mais j'ai écrit un post, ça m'a pris 30 minutes. J'ai pris 15 leads. Enfin, c'est du délire, tu vois. C'est énorme. Et donc ensuite, bah après, quand on a lancé Bulldozer, voilà. Et le truc qui était marrant, c'est par exemple donc Enguerrand, mon associé, qui ne poste pas sur LinkedIn. Enfin maintenant il s'y est mis, qui ne postait pas, qui n'avait jamais vécu les expériences que moi j'avais vécues, etc. Du coup, on se dit, on lance Bulldozer, qui au début devait être un side business. Et donc, tu vois, pas de pression. Mais une des questions qu'on se pose, c'est bon bah comment on va aller choper des clients? Et puis en fait, du coup, il me dit bah du coup comment on va faire pour aller choper du lead et tout machin. Je dis facile, je vais poster sur LinkedIn. Il me dit mais
ça marche vraiment ce truc et tout. Je dis bah je vais te montrer. Et en fait voilà, je dis on monte bulldozer, dans la journée on prend 10 leads et il m'a dit mais c'est quoi ce délire en fait, C'est un délire. En enfin, plus, voilà. j'aimerais rien te dire, genre, en fait, si t'as dit 15 leads en un poste, on va dire que sur des boîtes, alors on va prendre, c'est un peu ce que je connais, les boîtes SaaS, on va dire que 15 leads, 5 rendez-vous par semaine, c'est l'équivalent de 100 calls à faire sur la semaine. Ah ouais. Donc c'est énorme. Ah oui. Et donc tu vois, là, lui, c'est vraiment, lui aussi, il a eu la réalisation, tu vois, il m'a dit, ah mais en fait, c'est pas des conneries. Ouais. Je dis, bah non, c'est pas des conneries, tu vois. mais les gens qui ne vivent pas ça de l'intérieur et qui voient des gens qui parlent sur LinkedIn et tout, ils se disent oui, non mais ça c'est du bullshit, machin, nan. Non, ça marche vraiment. Donc moi c'est un peu ça, tu vois, la démarche en fait finalement elle Qui était t'a assez poussé à simple dire, pour moi. ouais, de Voilà, dire ça quoi. marche, j'y vais, je continue. Alors justement, tu vois, en fait, sur ce moment-là, parce que alors toi, tu avais vécu une expérience qui avait déjà fonctionné pour toi, et puis enfin généralement tous les gens qui sont passés par Germinal, enfin vous êtes un peu tous des tueurs un peu en contenu, donc vous avez un peu cette culture-là. Mais c'est quoi du coup les challenges quand même que tu as rencontrés peut-être un peu avant que ton contenu génère vraiment du chiffre d'affaires. J'ai l'impression que ton contenu il a généré du chiffre d'affaires tout de suite, mais en fait ce qui va être un peu compliqué pour les gens en B2B ou un CEO ou un CMO, c'est de se dire ok j'y vais, parce qu'il y a toujours un moment entre le moment où tu décides de faire du contenu et le moment où tu génères vraiment du chiffre, à un moment qui est voilà une traversée un peu du désert quand t'es personne. Je suis d'accord. Du coup toi en fait c'est quoi les challenges concrètement que tu as rencontrés ou que tu pressens que voilà un CEO pourrait rencontrer, et justement comment il pourrait les contourner, quoi, s'il peut Alors, les contourner, parce que moi je ouais. considère que voilà j'ai mon avis là-dessus, mais Bon, déjà, moi, encore une fois, le petit biais, c'est que j'étais dans une boîte qui attirait un peu l'attention. Donc, naturellement, les personnes qui composent la boîte attirent aussi l'attention. attention, ouais. Tu vois, c'est assez, Mm. en fait, l'attention, elle se déverse sur les membres de l'équipe, en fait. Mm. Donc, quand t'es une boîte qui n'intéresse personne, je Ouais. caricature un Non peu, mais mais tu vois, c'est voilà. Mais, beaucoup de boîtes, hein. quand t'es une boîte qui n'intéresse personne, bah effectivement générer de l'intérêt pour toi, puis que ça se déverse sur ta boîte, que du coup ce soit vraiment ce côté un peu bottom up. Là, faut effectivement sortir un peu les rames. Alors, on va se le dire, le truc qui peut être un peu frustrant, c'est confondre engagement et business, parce que choper du like, c'est hyper excitant, et puis souvent on se dit mais plus j'ai de like, plus en fait je Plus vais, j'aurais de la etc., portée. etc. Voilà, plus je vais pouvoir convertir, plus je vais pouvoir, etc. Ce qui est vrai pour un certain type de business. C'est-à-dire que si en fait ton audience, tes clients, c'est des freelances, c'est des petits entrepreneurs, etc., etc. En fait, c'est ce qui compose la grande majorité des. En fait, c'est une espèce de masse d'individus et chaque individu a un besoin. Ouais. Quand tu veux t'adresser à, je sais pas, une boîte du CAC 40, en fait, tout de suite, déjà, le nombre de personnes, il y en a beaucoup moins. Et puis, tu t'adresses tout de suite à un service marketing, tu vois, un département, etc. Donc, tu vois, d'un coup, la masse, elle est beaucoup, beaucoup plus petite. Et l'intérêt, tu vois, le fait de parler de, tu vois, ça c'est un truc, tu vois, je vais x3 ton chiffre d'affaires. Bah, si t'es L'Oréal, déjà la personne, tu vois, tu bosses chez L'Oréal, tu lis, je vais x3 ton chiffre d'affaires. Tu vas dire t'es gentil, mais T'es gentil, mais ça n'arrivera pas. et donc en fait, le truc c'est que déjà, tu vois, ce genre de proposition de valeur, etc. Les gens te considèrent même pas en fait. Ouais. Donc il y a cette espèce de frustration au début, et donc en particulier si tu adresses, je sais pas, de la PME, de la grande boîte, etc. De pas pouvoir générer beaucoup de likes et du coup de pas pouvoir vraiment sentir les effets de ton travail. Ce qui est beaucoup plus facile quand ton audience c'est du petit entrepreneur, etc. Ouais. Donc moi je peux te parler du chemin que moi j'ai parcouru à ce sujet, parce que j'ai eu une évolution à ce sujet, tu vois. Quand j'ai quitté Germinal, j'avais une audience de start-upers. Je vais la qualifier comme ça. Mm. Start-upers indépendants, etc. Donc la masse, on va l'appeler comme ça. Ouais. Donc je générais beaucoup d'interactions, je générais beaucoup de leads, et je pouvais faire du contenu un peu inspirationnel. Je pouvais faire du contenu voilà qui va un peu toucher la masse et quand même pouvoir générer du business par rapport à ça. Et donc il y a une espèce de corrélation entre l'engagement que je génère et le business que je génère. Ok. Et une phrase que je dis souvent, tu vois, pour quand tu essayes de toucher voilà une espèce de masse comme ça, c'est plus on te voit, plus on te croit. Ouais. C'est comme ça que ça marche auprès de cette audience. C'est les gens, ils se disent non mais attends, s'il a 10 000 likes, ça veut forcément Ça veut dire dire que quelque ça chose. marche. Ouais, c'est que ça marche.
Voilà. Et donc, tu génères du business grâce à ça. Sauf que, bah, tu vois, par exemple, avec Bulldozer, on a un peu essayé de shifter et maintenant, on s'adresse plutôt à de la PME, scale-up, etc. Et donc, les dynamiques sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que là, il faut que tu commences à faire du contenu beaucoup plus sérieux où t'es pas en train de dire je vais x3 ton CA, par exemple, et où tu rentres un petit peu plus dans la technique, etc., etc. Mais, bah, tu génères beaucoup moins d'engagement. Moins de likes, ouais. Parce que il y a moins de personnes qui comprennent aussi également ce que tu racontes. Exactement. Ça n'empêche pas d'en faire. Ça n'empêche pas d'en faire, mais voilà. Et donc en fait, si tu veux, pour revenir sur ta question, qui est un peu les espèces de moments de voilà traverser du désert, etc. Moi, souvent un truc que je dis, et donc c'est vraiment une phrase que je dis souvent, notamment à mes clients, c'est faire du marketing, c'est accepter la frustration en fait. C'est vraiment ça. Genre, faire du market, c'est accepter la frustration. Notamment faire du contenu. Faire du contenu, c'est accepter la frustration. C'est accepter la frustration de ne pas voir les effets immédiats de ton travail. Et c'est accepter d'y croire, malgré tout. Et donc, tu as cette espèce de traversée du désert au démarrage. Puis après, tu commences à... Puis attends, à ça est associé aussi le fait que quand tu t'y mets, tu galères. Ah, tu galères de fou, ouais. Tu vois, genre, c'est dur. Ouais, c'est dur. Et donc, t'as pas les effets. En plus, t'en chies, tu vois. Genre, c'est parce que tu sais pas faire en plus. Parce que tu sais pas faire. Parce que toi, t'avais quand même, en fait, je pense, l'avantage d'être bon en copywriting de manière un peu, enfin, je pense que vous avez beaucoup bossé ça, vous aviez beaucoup d'exemples. On va dire j'avais un intérêt pour le sujet, en fait. Mais 90% des gens, des CEO, etc., ne savent, maîtrisent pas ce truc-là. Enfin, tu vois, maîtrisent pas le fait de faire une vidéo face cam, de faire une accroche, etc., etc. Donc, du coup, ouais, effectivement, t'as encore plus ça parce que tu sais que peut-être que ton contenu, en fait, je te dis ça parce que moi, par exemple, j'ai eu un moment où j'ai eu un avant-après, et puis encore, je suis pas encore arrivé là où j'aimerais aller, mais il y a avant, quand je faisais du contenu, quand j'ai commencé à faire du contenu, bah, j'étais nulle en copywriting, vraiment catastrophique. Donc, comme la majorité, je pense, des CEO de boîtes, etc. Et du coup, même si j'avais des trucs intéressants à dire, bah, en fait, ta portée, elle est pas folle parce que t'as des codes, en fait, en fonction des plateformes. Et après, effectivement, quand tu commences, et du coup, tu galères, en fait, justement, ce que tu dis, tu galères, en fait, à apprendre les codes. Et parfois, ça peut te prendre 6 mois. Donc, il faut avoir cette patience-là, effectivement, de se dire, OK, c'est un processus qui est douloureux, tu vois. Et c'est un processus qui est douloureux parce que en plus de ça, tu te dis ah bah je vais parler de ce sujet, puis tu commences à l'écrire et puis tu te dis mais attends mais je suis en train de raconter de la merde là, qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a aussi ce process douloureux de te rendre compte que tes idées sont pas vraiment claires même pour toi, etc. Tu vois, c'est vraiment c'est compliqué, mais faut accepter ce truc là. Et d'ailleurs après bon tu vois on pourra peut-être parler de process de création, etc. Par exemple moi je ne produis pas mes contenus à l'avance. Tous les jours, je me pose devant mon ordi et j'écris un post. Pour l'anecdote. Ça, c'est cool, ça, parce que, en fait, il y a beaucoup de trucs, moi, je suis pas ça me rassure parce que moi, je ne fais pas mes contenus à l'avance. Je n'arrive pas à le faire. Donc, en fait, je me suis dit, j'ai un problème parce que je vois les gens, ils ont parfois 1 semaine, 2 semaines à l'avance. Mais moi, jamais. Et pour l'anecdote, avant qu'on démarre l'enregistrement, j'étais en train d'écrire mon post. Donc là, il est en pause et je vais le reprendre après, tu vois. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je veux développer ce muscle. C'est un truc, c'est vraiment, c'est un process qui est douloureux, etc. Mais je pense que c'est un truc c'est une compétence de malade, en fait. Et donc, le fait de le faire un petit peu chaque jour, tous les jours, tu clarifies un peu plus ta pensée. Tous les jours, tu écris. Tous les jours, tu te casses la tête de, attends, mais comment rentrer dans le sujet? Comment, etc., etc., tu vois. Mais bon, bref. Et du coup, il faut accepter cette espèce de frustration qui est très, très difficile. Pour reboucler sur le sujet de ton podcast qui est quand même la vente, il y a un élément sur lequel tu commences à te dire, ça a quand même son effet. C'est quand tu commences à parler des prospects qui ont regardé ton contenu et que tu vois les effets que ça a sur la conversation que tu as avec eux. La crédibilité que tu as dans la conversation. C'est-à-dire que d'un coup, tu parles à des gens et ils te croient. Tu vois? C'est tout. En fait, genre, ah mais oui, mais j'ai regardé tes contenus et tout machin, c'est hyper intéressant. En fait, derrière, tu peux dérouler ton truc, les gens ils te croient. Mais il y a un truc, alors, c'est un truc de fou. Mais il y a un truc en B2B, alors je sais pas si du coup tu le vérifies toi aujourd'hui que tu as eu cette évolution-là. Alors moi, il y a un certain nombre de clients, il y a des clients effectivement que j'ai pu avoir assez facilement, on va dire, grâce au contenu, et puis d'autres, en fait, j'ai su qu'ils ont regardé mon contenu, mais longtemps après, parce qu'ils likaient, ils interagissaient pas du tout avec mes posts, m'ont jamais mis un commentaire, etc. Et généralement, c'est souvent les boîtes, voilà, qui ont une belle notoriété, etc. et qui ont
Alors moi, j'ai un peu, je me suis dit que c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'annoncer à tout le monde qu'ils ont un problème. Mais bon, après, je sais pas si c'est moi c'est ma croyance ou pas. Mais du coup, tu vois, c'est assez compliqué justement, tu vois, genre justement de se dire quel type de boîte tu attires. Quand tu fais du contenu, je sais pas si tu as eu ce sujet-là vu que tu as fait cette évolution, parce que parfois tu peux attirer des boîtes en fait qui voilà, qui vont pas du tout avec ton persona, avec qui peuvent dévier aussi également voilà ton acquisition, etc. Est-ce que tu as eu ce problème-là, et du coup est-ce que c'est juste le fait de changer un peu ton contenu, la nature de ton contenu, la forme, etc. qui fait évoluer les choses ou pas? Moi, c'est ce que j'ai observé. Ok. C'est ce que j'ai observé. Ok. Et donc, j'ai également un podcast. T'as changé les gens avec les types de personnes que t'invites, c'est beaucoup plus, effectivement, j'ai vu TF1, je crois, Ouais. voilà, t'as des boîtes, etc., un peu plus différentes. Exactement. Donc, en fait, tu vois, le truc, c'est que par exemple, sur mon podcast, pendant un temps, j'invitais beaucoup d'entrepreneurs Ouais. qui parlaient d'entrepreneuriat, etc., du contenu inspirationnel, c'est comme ça que je l'appelle. Même si on parlait de sujets techniques, tu vois, j'ai eu Mathieu Stéphanie pour parler de rachat de boîte. Ouais, je l'ai vu. J'ai eu Jean de la Roche-Brochard pour parler d'investissement, tu vois, des choses quand même qui peuvent être assez techniques. Mais c'est des gens, ils bénéficient déjà d'une audience. Tu vois, même si tu vas jamais lever de l'argent, t'es intéressé par ce qu'il raconte Jean de la Roche-Brochard, etc., etc. Mathieu Stéphanie, ah tiens, ouais, il est cool, Mathieu Stéphanie, je vais aller écouter et tout. Donc, ça vient toucher beaucoup d'audience. Mais moi, en fait, les gens que je souhaite toucher, qui sont, tu vois, des head of market, CMO, etc., de PME, blablabla, ils regardent pas en fait. Ou alors juste, tu vois, bon, allez, je vais aller courir. Ah tiens, un truc avec Jean de la Roche-Brochard, tiens, ça m'intéresse. Mais tu vois, une espèce de Ouais, c'est curiosité comme ça. Mais pas, ouais, effectivement. voilà. Et donc, moi, il y a eu vraiment un moment donné où je me suis dit, il faut absolument que je shift mon contenu, et c'est difficile à faire encore une fois parce que tu laisses les likes de côté. Et donc ça, moi, c'est la frustration que je vis en ce moment même. Ok. C'est que l'engagement, le reach, etc. de mes posts, il a été divisé par rapport à 2023. Il a été divisé par 3 à peu près. Ah ouais. En plus, t'avais un reach extrêmement important. Effectivement. Ah ouais, bah oui, il était très important. Et donc ouais, en moyenne, ouais, deux et demi, je pense. Alors, ça reste mieux que la majorité des gens parce que je me tape plus de 100 likes. Tu sais, il y a un peu ce cap symbolique des 100 likes. Tu vois. J'ai 100 likes j'ai plus de 100 likes sur la grande majorité de mes posts, mais l'année dernière, j'avais plus de 300 likes sur beaucoup de mes posts. Tu vois. Et donc, le fait d'un coup, tu vois, tu coupes complètement ce truc-là, mais t'as ton cap, tu restes, voilà. Et aussi, il y a un truc, c'est que quand tu regardes les gens qui like, c'est d'autres personnes. Je me mets à avoir quelques CMO, head of market, etc., de boîtes, ou tu vois, de gens qui se mettent ce type de personnes qui se mettent à s'abonner à ma newsletter d'un coup, tu vois. C'est extrêmement comme ça. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis, parce que je pense en fait, tu vois, la plupart des CEO avec lesquels j'ai pu échanger, ou bien même, tu vois, des head of sales, etc. Leur problématique sur le contenu, tu vois, c'est de se dire en fait, t'as ce côté-là en fait. Moi, je le sais, je l'ai eu. Je pense que très vite. Je sais pas pourquoi, mais très vite, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, j'avais fait la paix sur le fait que je ne ferais pas des milliers de vues, etc. Parce que j'avais un cap où mon objectif, c'était de me dire, ok, je veux une niche, je serai sur une niche, donc en fait, je veux que ces gens-là. Mais par contre, en fait, t'as quand même ce truc-là d'aller au-delà du shame, en fait, tu vois, de se dire, en fait, t'es quand même sur une plateforme de réseau social où les règles, c'est d'avoir du like, pour qu'on puisse te dire que t'es quelqu'un. Et donc, si t'en as pas, et donc, moi, je sais que je vois, en fait, ça va venir sur mon question. Souvent, les CEO que je vois, c'est pas parce qu'ils ont rien à dire, c'est pas parce qu'ils savent pas ce qu'ils ont à dire, en fait, ce qu'ils voudraient dire, en fait, sur une plateforme, c'est justement cette barrière de, ok, je vais poster un truc, je vais avoir 3 likes. Et quand t'as un CEO de boîte, c'est pas pareil que quand t'es le freelance, tu vois, t'es freelance, t'as fait ce choix-là d'être indépendant. C'est douloureux, mais on va dire que ça fait partie du process. Mais quand t'es un CEO d'une boîte qui fait, je sais pas, moi, tu vois, des millions d'euros, et qu'en fait, tout d'un coup, là, tu vois que ton acquisition, elle baisse, que la prospection, à la fois call, email, ça marche moins bien. Et donc, du coup, il va falloir que tu sors du bois. Aujourd'hui, toi, t'as pas vraiment eu ce truc-là de la honte, mais qu'est-ce que tu recommandes généralement à tes clients, par exemple? Parce que j'imagine que t'as ce type de client, en fait, tu vois. J'imagine que t'as ce genre de clients qui arrivent de nulle part, qui sont personne et qui ont un peu cette gêne, tu vois. Je l'ai eu un petit peu, pour info. En gros, quand j'étais chez Germinal, je faisais du gros like, mais parce que j'étais dans les approches un peu putaclic, tu vois. C'était une époque où c'était beaucoup plus toléré, tu vois. La plateforme était ça commençait un peu à se lancer, donc les approches un peu putaclic et tout, tu vois, c'était un peu
c'était un peu la culture du truc, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais et du coup, on faisait beaucoup, par exemple, du contenu contre commentaire, tu vois, genre, hey, on a ce truc-là, mettez un commentaire, je vous l'envoie en privé. Et Et ça du coup, faisait tu exploser tapes 5000 likes, machin. Bon, tu vois très bien. Et donc, je me tapais vraiment du gros like avec ça. Et puis, en fait, du jour au lendemain, donc quand je me suis lancé en indépendant, eh ben, plus rien pendant plusieurs mois. Mais vraiment 30 likes, quoi. Et donc, le truc, c'est, moi, j'étais en train de me dire, putain, tu sais, je suis l'ancien CMO de Parce que Germinal. t'avais plus Germinal. Ouais, effectivement, c'est vraiment important Voilà. de, ouais, ok. T'étais CMO de Germinal, tu faisais du gros like, tu commençais à avoir une audience, machin truc. Là, tu lances ton business, il se passe plus rien. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, j'ai pas lâché. Et puis, il y a eu un moment donné où, d'un coup, j'ai senti que ça reprenait, tu vois. Ouais. Il y avait un espèce de un nouvel élan. Et puis, à ce moment-là, j'ai un peu mieux trouvé mon ton. À ce moment-là, je sais pas, il y a eu un peu un espèce d'alignement des planètes qui fait que j'étais plus à l'aise, je me suis remis à faire un peu du like, etc., etc. Et après, ça y est, tu vois, j'étais parti. Et donc, je pense qu'il y a aussi un gros sujet, c'est y croire. Bon, déjà ça, tu vois, moi, voilà, à ce moment, quand je faisais les 30 likes, je veux dire, si je démarrais comme ça, j'aurais probablement arrêté. Mmh. J'avais eu un espèce de passif où je savais que c'était possible à un moment donné de revenir, tu vois, voilà. Donc, il faut y croire. Et puis, il faut accepter le fait que c'est un espèce de travail c'est aussi un travail sur soi, encore une fois, tu vois, de trouver son ton, trouver ses bons messages, pratiquer, etc. Et il y a un moment donné où, en fait, ça va forcément intéresser les gens. Et après, il faut essayer de se rattacher à un petit truc qui est hyper important. C'est des petits messages ou des petits signaux faibles qui permettent de se dire, ça c'est quand même positif. Ça marche. Tu vois, Ok. voilà. Je veux dire, recevoir un message de quelqu'un qui dit, ah, franchement, j'aime bien ton contenu. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais, parce qu'il y a pas que les likes, il y a aussi alors, par exemple, typiquement, alors, là, je vais peut-être un peu digresser, aller un peu plus sur la vente. Typiquement, il y a un truc que les gens se focalisent beaucoup. Alors, parce que je parle du B2B, hein, après, peut-être que sur d'autres choses, c'est un peu différent, mais si t'as des likes, ok, c'est cool. Si t'en as pas, t'as quand même d'autres signaux, notamment si je parle de la plateforme LinkedIn, qui sont des gens qui vont aller regarder ton profil. Et donc, en fait, le truc, c'est que, par exemple, un truc que peu de gens font, c'est de dire, bah, tu crées du contenu, tu crées forcément du trafic, qui est soit du direct, de l'approbation, ton contenu, il est cool, donc je te mets un like, je t'envoie un message, ou soit, tout simplement, parfois, tu fais un contenu et t'as plein de gens qui regardent ton profil d'un coup. Quand t'as les outils qu'il faut. Et là, du coup, en tout cas, moi, je trouve que c'est un bon levier, tu vois, pour, bah, ensuite, derrière, bah, faire les messages qui vont bien. Et pour moi, ça fait partie aussi également du contenu. Parce qu'on a plutôt tendance à se dire, ok, le contenu, c'est, je balance mon truc, et ensuite, je dois avoir plein de leads qui arrivent, tu vois, dans mon adresse mail. C'est pas toujours comme ça. Il y a des moments aussi également, faut aller titiller, bah, les efforts que tu as mis en place, parce que tu as des gens qui viennent, qui regardent, qui vont regarder ton profil. Et souvent, c'est souvent des, je sais pas, moi, parfois tu peux avoir un VP Sales, un CMO, etc., qui va juste regarder. Allez hop, et puis il est parti. Parce qu'en fait, en vrai, sa réalité de vie, c'est, il a pas le temps de se poser toujours, t'écrire un message, et c'est super cool, etc., etc. Bien sûr. Voilà. Et parfois, il regarde 2 fois dans le mois. Et donc là, en fait, l'idée, c'est peut-être d'avoir aussi le réflexe, tu vois, d'écrire à des gens en dehors. Tu vois, le contenu est un peu comme le call ou comme l'email. C'est un début de conversation que tu peux avoir en fait avec quelqu'un. En tout cas, je pense que c'est intéressant de le voir comme ça. Et puis tu vois, pour revenir à ta question de oui, mais tu sais, t'es un CMO, tu fais des millions et puis machin. Mais en fait, je sais pas, tu regardes même des gens qui ont des audiences de zinzin, ils se tapent des 30 likes. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu vois, et ça ne veut, et en fait, à aucun moment, t'es en train de te dire, ah bah s'il a 30 likes, c'est que c'est quand même un gros loser. Tu sais que ça déchire en fait ce qu'il fait. Alors là, je vais te poser une question sur le contexte B2B actuel. Tu connais, il est pas évident. 2024, c'est une année assez challenging pour tout le monde. Dernièrement, dans un autre podcast, effectivement, on a pu interviewer, je sais pas si tu le connais, mais Louis Grenier, qui avait un podcast qui s'appelait Everyone Hate Marketer. Et en fait, il disait un truc. Je lui ai posé une question et je vais le poser la même. Je lui ai posé la question de, ok, il y a des boîtes parfois qui font beaucoup de chiffre d'affaires et donc du coup qui ne voient pas qui se disent en fait, ok, je fais un peu de contenu. Donc ça, il y a une boîte où je fais un peu de contenu, mais bon, je vais pas me donner à fond. Et puis il y a des boîtes, au contraire, qui font beaucoup de chiffre d'affaires, qui sont très connues et qui vont vraiment beaucoup investir dans le contenu, qui vont vraiment, voilà. Et parfois on peut se dire, mais ça marche déjà, ils sont top of mind, pourquoi ils investissent autant? Est-ce que tu as une réponse là-dessus sur le fait de se dire, en fait, même quand t'es connu, même quand t'es top of mind, etc.,
pour toi, est-ce que faire du contenu, investir beaucoup dans le contenu, doit être une priorité numéro 1 aujourd'hui? Ok, alors du coup, je vais pouvoir parler du post LinkedIn que j'ai prévu de poster aujourd'hui. C'est parfait. C'est précisément sur ce sujet. Ok, ça va être trop bien. Euh, en fait, moi, aujourd'hui, je distingue un peu 3 dynamiques d'acquisition. On va parler de dynamique d'acquisition, tu vois. Il y a la demand gen, Ouais, avec notamment le contenu. Il y a la lead gen et il y a tout ce qui est outbound. ouais. Ok. Et en fait, il faut bien comprendre la dynamique de ces trois dynamiques, le ROI qu'elles génèrent, et notamment dans le temps. C'est-à-dire que, je te prends l'exemple de l'outbound, que tu connais plutôt bien. Ouais, ouais. En fait, l'outbound, ce qui se passe, c'est que très rapidement, tu vas te mettre à générer des performances. Mais en fait, c'est un peu une espèce de... Il y a un moment donné où c'est une performance qui est un peu capée, tu vois. Parce que bah, une personne est capable de traiter tant de calls, est capable de traiter tant de machin. Et donc, ok, tu vas empiler des sales, etc., etc. Mais en fait, il y a un moment donné où Pas de ce sera rentabilité. pas systématiquement des app layers, etc. Et donc, en fait, si tu veux, tu sais, ça fait une espèce de courbe où ça vient un peu atteindre un peu un plateau. Ouais. La lead gen, ça part en flèche aussi. Mais au fur et à mesure des investissements, ton ROI, en fait, il diminue. Mm. Parce que le principe de la lead gen, c'est que au début, les algos, parce que c'est beaucoup une affaire d'algo, ils vont se concentrer sur ton cœur de cible, et puis au fur et à mesure que tu vas dépenser de l'argent, il va devoir s'éloigner du cœur de cible, et donc naturellement, le ROI il diminue. Mm. La demand gen, à l'inverse, c'est très lent à se mettre en place. Tu galères, tu vois pas d'effet. Par contre, les effets, ils sont exponentiels. Et ils sont exponentiels à tous les niveaux, parce que, ok, ça va venir te générer de l'acquisition, mais ça va aussi aider tes sales parce que ça va te donner de la crédibilité, ça va aussi générer, etc., etc. Et donc, tu deviens, tu vois, il y a un peu ce côté effectivement top of mind. Mm. Mais être top of mind, tu peux disparaître en fait. Yes. Être top of mind, c'est un truc, ça peut enfin, tu vois, il peut y avoir une date d'expiration. Mm. Si tu t'arrêtes de faire du contenu et des efforts pour rester top of mind, bah, demain tu l'es plus. Mm. Et donc c'est pour ça que les efforts demand gen, et encore une fois, c'est pour ça que c'est frustrant. C'est frustrant parce que c'est très long à se mettre en place, et c'est frustrant parce que une fois que tu y es arrivé, il faut pas s'arrêter. Yes. En fait, tu as raison. Alors, et du coup, il y a un peu une tendance que j'ai vue pas mal aux États-Unis, beaucoup moins en France, parce que on a parlé de la difficulté de faire du contenu pour les CEO, etc. de boîtes. Alors moi, je suis principalement sur le B2B, donc c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mais est-ce que pour toi, tu penses que ça pourrait être une solution ici également pour toutes ces boîtes qui ont du mal de s'associer, notamment avec des créateurs, par exemple, crédibles sur le sujet. Il y a beaucoup ça, par exemple, sur des boîtes, notamment sales, de SaaS, etc. Un peu moins en France. J'ai pas d'exemple là aujourd'hui en France de boîtes qui sont parties prendre tous les créateurs d'une verticale en se disant bah voilà, ces gens-là vont travailler pour nous, vont faire du propre contenu. À ton avis, pourquoi déjà? Pourquoi ça vient pas ici alors que ce serait quelque chose qui serait beaucoup plus simple en fait, en tout cas pour pouvoir commencer à faire des choses et tester des choses. Et est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée? C'est une bonne idée de l'externaliser et du coup que le CMO il gère juste les créateurs, mais c'est pas lui qui crée du contenu, ou c'est pas ses équipes qui créent du contenu. Bon, déjà, je trouve que c'est effectivement une bonne idée de faire ça. Ok. Après, il faut faire ça de manière intelligente, tu vois. C'est pas, faut pas être pris par. Je pense qu'il faut absolument pas être pris par le FOMO et notamment les likes, machin truc. Après, je pense qu'en France, une des difficultés des boîtes, c'est le nombre. Aujourd'hui, la grande majorité des créateurs s'adressent à des freelances. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Tu vois. Ouais. En fait, des créateurs qui touchent vraiment des gens un peu, tu vois, dans des grosses boîtes, C-level, au placé, etc. Les C-level, voilà. il y en a pas beaucoup. Ouais. En fait, il y en a quasiment pas, tu vois. Donc voilà. Donc déjà, il y a cette grosse difficulté là Mm. du nombre. Aux US, il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. Et le truc de fou, c'est que aux US, c'est même des gens qui arrivent à faire du gros like. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça la différence. Ouais. Ouais, ouais. Et tu vois, c'est ça le truc, Mm. c'est que aux US, une fois, je t'ai entendu parler de Elena Verna, donc je sais que tu la suis. Ouais. Elena Verna, elle a un contenu, il est là, Ouais. tu lis le truc, si t'es pas du milieu, tu comprends pas ce qu'elle te raconte. Ouais. Elle se tape des milliers de likes en fait. Ouais. Il y a pas de galère. Ouais. Clément, le CEO de Hugging Face, je crois que ça s'appelle. Ouais, non. Il fait des posts sur l'IA, mais vraiment technique, tu vois. Genre, il te met des bouts de code et des machins et des trucs. Il Il cartonne. se tape 10 000 likes, tu vois. Enfin, il y a pas de galère. Mais parce que
bah voilà, là-bas t'as une audience qui est beaucoup plus mature sur des sujets, mature. sur des Ouais, sujets voilà, techniques. exactement. Ok. Et même pas de maturité technique, parce que nous on a des gens qui sont matures techniquement, mais aussi une espèce de maturité sur les réseaux sociaux et l'engagement social, le fait d'aller liker, le fait d'aller commenter, le fait de donner son avis, le fait de faire ces choses-là. Culturellement, c'est un truc qui se fait beaucoup plus là-bas, Ouais, tu c'est vois, ça, qu'en France. que nous. Où nous, il y a ce côté un peu pudique, etc. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet enjeu culturel. Et après, tu vois, en France, du coup, si on en revient au fait que, bah voilà, les créateurs, etc. Par exemple, il y a Abi, je pense que tu vois Ouais, Abi. très bien. Abi, c'est la stratégie qu'ils ont fait. C'est on s'associe avec des créateurs, des freelances, etc. Et puis en fait, eux, ils vont créer du contenu et en mentionnant Abi, en disant qu'ils bossent avec nous, etc. Et voilà, et ça marche. Mais tu vois, c'est quand même un peu, finalement, c'est une niche. C'est une niche du freelancing, etc., des gens indépendants, etc. Ok. Bah du coup, j'aimerais revenir sur la partie format de contenu parce que bah, l'acquisition ça coûte cher, de plus en plus. Du coup, quels sont les formats que tu recommandes toi aujourd'hui pour une boîte, soit qui démarre ou soit même qui est en plein milieu, qui aujourd'hui se décide d'aller plus loin dans son contenu, etc. Quels sont les formats? Bon, après, tu peux parler aussi également des canaux, mais voilà, quels sont les formats que tu recommanderais? Bah après, le truc, c'est que format et canaux, Ça va, souvent, ça va sont un ensemble. peu Ouais, liés. ouais, ouais. En fait, sont souvent un peu liés, mais je vais un peu défendre ma paroisse, C'est hein, parce que LinkedIn. c'est c'est une question que je me suis naturellement posée et du coup j'ai l'impression de faire les choses correctement, tu vois. À débattre, tu vois, moi je suis prêt à être challengé, mais aujourd'hui on va dire que moi je distingue déjà trois types de formats. C'est le format écrit, voilà, le format visuel, mais images, etc. Et après le format vidéo et voix. Et donc ok, t'as ces trois formats-là, et il s'avère que avec ces trois formats, si tu t'en sors plutôt bien, tu peux arriver à, tu vois, recomposer. Ah bah tiens, j'ai une vidéo longue, je vais en faire des extraits, puis je vais prendre cet extrait, puis je vais en faire un visuel, puis ensuite je vais en faire un format texte. Ah tiens, j'ai pensé à un format texte, je vais pouvoir le faire en version visuelle, et puis je vais pouvoir potentiellement en faire une vidéo, etc. Et donc c'est ça que je trouve intéressant avec le fait de raisonner en termes de format, c'est que bah t'es pas en train de te dire bon bah ça y est j'ai posé mon idée, maintenant faut Ouais. que je trouve une nouvelle idée. Mmh. Bah non, en fait cette idée du coup tu peux la passer en visuel et puis tu peux la passer en vidéo et inversement. Ouais. Et donc déjà ça te donne ça te donne un levier qui est assez incroyable pour faire du volume, aller toucher des sensibilités qui sont différentes parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus sensibles à la vidéo et à la voix que etc. Donc voilà, le gros challenge évidemment c'est bah, la ressource que tu es en mesure de mettre en face. Ouais. Faire du texte, oh bah, tu te mets devant ton ordi et t'écris un truc. Faire du visuel, ça demande soit des compétences graphiques, soit des ressources financières pour payer quelqu'un qui les a. Ouais. Et la vidéo, c'est pareil. Donc, tu vois, c'est là où après, c'est le challenge. C'est des arbitrages, etc. Alors, toi, justement, est-ce que tu recommanderais à une boîte? Tu sais, il y a toujours ce moment-là quand tu commences à faire du contenu. Est-ce que tu fais un peu les trucs cheap et t'attends de voir? Ou est-ce que t'envoies vraiment la sauce pour vraiment voir et du coup t'investis comme t'investirais dans d'autres stratégies, tu vois? Moi, je vois tes infographies, tu vois, par exemple, que tu fais de plus en plus d'infographies, des contenus de plus en plus techniques, sont assez chiadés, c'est propre, c'est à l'image de ta boîte, donc du coup on va sur notre feed, on se dit ok ça c'est Bulldozer quoi, et on réfléchit pas 20 ans. Toi aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais en fait de dire ok en fait les gars, vous voulez faire du contenu? Encore une fois, pour les gens qui se disent ok, on est timide, je passe la barrière, etc. Ok, je mets de l'argent parce que t'as souvent ce truc-là. Moi, la première dans ma première boîte que j'ai montée, on était assez radin. Donc à chaque fois, on a toujours dit que le contenu marchait pas parce qu'on n'a jamais investi en fait quoi que ce soit dans le contenu, tu vois. Ça vraiment, enfin voilà, tu vois. Donc du coup, c'est une des principales erreurs qu'on a faites. Je pense qu'on aurait, tu vois, fait un chiffre d'affaires beaucoup plus important, galérer beaucoup moins sur des moments difficiles de vente, etc. Mais je pense qu'il y avait ce côté d'investissement, tu vois, de se dire en fait, ok, à partir du moment où j'y vais, j'investis réellement et j'essaie pas de faire des petits bouts. Ok, on va commencer à écrire des posts et puis on va voir écrit, puis on va voir ce qui se passe. En fait, je pense que quand t'es une boîte qui a un bon produit, qui a déjà un product market fit, bon, il y a pas de raison que ça fasse des miracles si tu t'investis pas vraiment. En tout cas, peut-être que j'ai tort, c'est pour ça que je te pose la question, tu vois. Bon, déjà deux remarques. La première, c'est quand tu dis je scrolle mon feed, je reconnais immédiatement Bulldozer, ça me fait plaisir d'entendre ça. Tu vois, les gens me le disent pas. Et là, le fait que tu me le dises, je me dis yes, putain, on arrive quand même à faire des trucs cool. Donc ça fait plaisir. La deuxième chose, c'est que donc ça c'est juste pour l'info, mais ça répond pas tout de suite à la question. Mais aujourd'hui, à part les salaires,
chez Bulldozer, le contenu, c'est ce qui coûte le plus cher. Ok. C'est le plus gros investissement de Bulldozer. Ok. Voilà. En dehors des gens. Et donc, effectivement, on investit pas mal d'argent. Et bon, il s'avère que, donc, je peux donner un peu des chiffres, hein, comme ça, les gens pourront savoir. Donc, maintenant, on a donc une content marketing manager qui est Charlotte. Et donc, ça aussi, c'est un truc qui a pu surprendre pas mal de boîtes, c'est de se dire, parce que Charlotte, c'est notre premier recrutement. Ça a toujours été toi qui l'a fait. Ouais, c'est toujours toi qui as fait du contenu. Ouais. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de boîtes qui se sont dit, d'accord, donc eux, le premier recrutement qu'ils font, c'est une content marketing manager, quoi. Tiens. C'est dire à quel point on y croit. Ouais, clairement. Et donc, premier recrutement, Charlotte, qui a coïncidé avec notre CEO, le recrutement de notre CEO. Et ensuite, donc on a, voilà, elle produit donc du contenu, notamment visuel, etc. Et après, on a tout ce qui est production de podcast, vidéo, etc. C'est un gros boulot, ça. Donc on bosse avec Flomodia sur ces sujets-là. Donc montage, location du studio, etc. Et donc à l'année, je pense que au total sur, je vais faire un petit calcul vite fait. Hein. Ouais, on est à plus de, du coup en comptant salaire plus ça, on est à plus de 100K d'investissement par an sur le contenu. Tu peux rappeler justement le chiffre que te ramène le contenu en termes de chiffre d'affaires, parce que t'es capable de le dire. Toi. En 2023, on considère que, de toute façon, aujourd'hui, le contenu est notre seule source d'acquisition. Ok. On fait rien d'autre. Donc après, évidemment, il y a le bouche à oreille, etc. Et d'ailleurs, petite anecdote sur le bouche à oreille, le contenu ramène du bouche à oreille de la part de personnes avec qui tu n'as jamais bossé. C'est clair. Ouais, mais clairement. Ouais. Ça, c'est trop puissant. C'est-à-dire, moi, il y a des personnes qui viennent qui du coup m'écrivent en me disant, ah, c'est machin qui m'a recommandé tes services. Je ne connais pas cette personne. Elle n'a jamais travaillé avec nous. Voilà, tu vois. Et à chaque fois, je me dis, ok, bon, trop cool, tu vois. Et puis je dis, mais trop bizarre, j'ai jamais travaillé avec cette personne. Oui, mais il m'a dit qu'il te suivait sur LinkedIn et que t'étais un peu le boss sur ton sujet et tout machin. Puis, ah ouais, ok, d'accord, tu vois, c'est vraiment un truc de mal. Donc, 2023, en gros, on a pris tous les leads qu'on a générés sur le site. Sur le petit formulaire, la dernière question, c'est comment vous nous avez connus. On a pris toutes les personnes qui nous ont mis LinkedIn et on a attribué ça à notre chiffre d'affaires et ça représente à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Wow. LinkedIn. La réponse LinkedIn. Du coup, ça veut dire que tes 100 000 euros, bon, c'est rien, quoi. Donc, ok. Voilà, tu vois, c'est rentable en fait. Et puis ça permet de construire un peu un business antifragile parce que encore une fois, on est dans notre espèce de rythme. Demain, en fait, nos efforts d'outbound, ils se mettent un peu à tomber, nos efforts lead gen, ils se mettent un peu à tomber. Ce truc-là, il est là. Il est là. Ok. Solide. C'est voilà. Donc, pour revenir à ta question. Maintenant que j'ai donné ces éléments de contexte, je pense honnêtement qu'il y a la possibilité de commencer à faire du contenu cheap. Ok. Bon, déjà, se mettre devant son ordi, écrire et faire que du texte, c'est le truc le plus cheap, ça marche. Moi, pendant très longtemps, je n'ai pas fait d'infographie, pendant très longtemps, je n'ai pas fait de vidéo, pendant très longtemps, je n'ai pas eu de podcast, ça marchait. Et c'est une fois que les posts écrits se sont mis à marcher, que j'ai vu que j'étais dans un momentum, que je me suis dit, rajoute des formats. Donc, on peut commencer simplement avec de l'écrit. Ou avec un petit selfie. Je pense que ça va pas te toucher les C-level, là, donc n'écoutez pas ce genre de... Non, bon. Si vraiment les gens veulent faire du média. Et après, tu vois, podcast, ok, moi j'ai fait le choix de faire un truc en studio, etc. Enfin là, tu vois, on est à distance, Riverside, je sais pas, ça doit être 30 balles par mois l'abonnement, t'achètes un micro, histoire que le son il soit correct, à la limite une caméra pour que machin, je veux dire, t'as un podcast. Ouais, très clair. Ouais, tu peux en faire un podcast. Et le podcast en fait des extraits, tu le mets sur YouTube, tu le mets sur Spotify, Apple Podcast, blablabla. Tu peux en faire une espèce de newsletter. Du coup, t'as ta newsletter pour présenter à chaque fois machin. Et d'un coup, boum, la machine est lancée. Commence à être lancée, tu vois. Ok. Maintenant, ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Hein. Et d'ailleurs, tu sais, il y a un truc qui est, on a un petit biais en France, je pense. C'est qu'on va faire. Tu regardes la majorité des podcasts américains. Ils sont cheap. En fait, les gens, ils sont dans cette configuration-là à distance, parce que t'en as un, il est à San Francisco, t'as l'autre, il est à New York. Évidemment, qu'ils vont pas aller dans un studio ensemble. Tu vois ce que je veux dire. Exactement. Et en fait, eux, c'est juste, je sais pas, c'est normal, tu sais, on est même pas dans le même fuseau horaire. Ouais.
alors qu'ils parlent la même langue, etc. Complètement. Et du coup, ils ont juste acheté une bonne caméra, ils ont un bon micro. Et d'ailleurs, tu vois qu'aux US, la plupart des gens qui participent, qui font des podcasts et tout, ils ont tous des pures caméras, des purs micros et tout, parce que c'est devenu la norme pour eux, ce truc-là. Nous, le fait que le pays soit minuscule, tu sais, il y a pas mal de gens, tu vois, qui me disent ah oui, mais du coup, voilà, ce serait quand même bien de faire ça dans un studio, machin truc, blablabla. Oui, mais en fait, si t'as pas le choix, tu vois, moi, je fais le déplacement à Paris parce que je suis pas parisien. Ouais. Je fais le déplacement à Paris pour être dans un studio, pour blablabla. Je pourrais très bien faire mon truc à distance et ça marcherait, tu vois. Complètement, je suis d'accord avec toi. Après, c'est intéressant, on va dire que le côté physique, quand t'es dans une logique où tu te dis, bah en fait derrière tu peux faire un petit rendez-vous commercial tranquillement de 30 minutes, 40 minutes à la limite, tu vois. Mais c'est vrai que si par exemple tu fais du contenu où t'as pas tes clients en direct, tes prospects en direct sur ton podcast, je pense que la vidéo ça fonctionne très très bien. Mais oui. Ouais, ça. Et tu vois moi je le fais en physique notamment parce que je trouve que c'est un super moyen de développer du réseau et que effectivement, tu vois, à côté des bureaux de Flomodia, il y a un petit restaurant italien un peu sympa et du coup mes invités, je les invite à bouffer avant ou après et puis c'est cool, tu vois. Enfin, c'est clair. Je comprends. Du coup, en fait, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail justement parce que tu as fait ce switch là en fait sur ton contenu. Bah, je le dis hein, moi je trouve ton contenu du coup plus deep, plus technique et donc, du coup en tout cas moi je trouve vraiment plus intéressant et en tout cas je trouve qu'il apporte en fait des choses concrètes sur des thématiques que tu abordes. Justement, comment tu t'es dit en fait voilà, qu'est-ce que je raconte à ma cible? Tu vois ce processus là, qu'est-ce que je raconte à ma cible et comment m'assurer surtout que je vais toujours leur apporter de la valeur. Moi j'ai toujours cette crainte hein, parce que moi j'ai décidé dès le début de faire du contenu technique de genre tu vois le VP Sales qui dit putain m'a saoulé allez hop je l'unfollow. Ça c'est ma en fait à chaque fois je pense à ça avant de drop un contenu. Donc ça m'est déjà arrivé de à la dernière minute de pas drop un contenu parce que je me suis dit ouais non c'est un peu bidon, ça apporte rien, c'est juste pour remplir pour dire que je suis présente. C'est quoi toi ton process aujourd'hui là? Faut parler à ses prospects, faut parler à ses clients, faut parler avec des gens, en fait, il y a un moment donné où plus tu parles avec des gens et plus tu te rends compte que les problèmes sont récurrents, en fait. Donc en fait, tu pars des problèmes en fait qu'ils ont et ton objectif en fait quand tu fais ton contenu, c'est d'y répondre. C'est répondre à leurs problématiques, à leurs objections, etc. OK. Et tu vois, 100%. Alors après, moi, encore une fois, il y a peut-être aussi ce biais j'ai une activité de service, donc autant te dire que les problématiques de mes clients, il y en a plein. Il y en a plein. Et je vois souvent les mêmes. J'ai souvent la même manière d'y répondre. Du coup, il y a, au fur et à mesure que tu rencontres les problèmes, la manière que tu as notamment d'expliquer les solutions à tes clients, t'affûtes aussi ton discours, c'est-à-dire qu'au début, tu fais 10 phrases pour expliquer comment tu vas régler le problème, puis il y a un moment donné où en fait tu fais une phrase et c'est une phrase qui fait mouche et puis tu vois dans la tête de ton client qui se dit et du coup tu te dis oh attends mais ça je vais le mettre en accroche LinkedIn parce que visiblement ça fait son petit effet, tu vois. Tu sais, c'est des espèces de trucs comme ça. Et après dans la même manière que le contenu, tu vois, c'est vraiment un espèce de muscle à développer, ce que j'expliquais sur au début, c'est douloureux, tu te dis, mes mains, même mes idées, elles sont pas claires, blablabla. En fait, le fait d'identifier des opportunités de contenu dans ton quotidien, c'est aussi un muscle à développer. Okay. Mais je te donne donc un exemple qui est encore une fois lié à mon post LinkedIn que j'étais en train de produire ce matin. J'enregistre un podcast il y a quelques semaines avec Romain qui est Head of Marketing de Pigment. Et puis, il y a un moment donné où pendant l'épisode, on parle de cette différence demand gen, lead gen, outbound et du fait que quand t'es une boîte qui s'est construite sur des fondations sales, commencer à faire de la demand gen, c'est compliqué, il faut vraiment que les gens ils soient on board. Et puis quand t'es CEO et que t'es pas assez familier de ces sujets-là, du coup tu comprends pas, etc. Et du coup dans l'épisode je lui dis, oui effectivement faire du marketing c'est accepter la frustration. Et tu vois, il a un peu fait les gros yeux en disant ah ouais putain c'est pas mal. Et tu vois cette phrase je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Faire du marketing, c'est accepter la frustration. Et je te l'ai dit parce que je sais que c'est une phrase. Depuis que je lui ai dit que j'ai vu sa réaction, alors qu'il est head of marketing, une boîte qui a levé 88 millions l'année dernière, tu vois. Il a un peu fait des yeux où j'ai senti que attends, cette phrase-là, elle a un truc. Et plus tard dans l'épisode, je commence à lui expliquer l'histoire des courbes là que je t'ai expliqué tout à l'heure de l'outbound, t'as un peu un plateau et tout machin. Et tu vois, quand je lui ai dit ça, il me dit putain mais mec il faut qu'on parle plus souvent, c'est exactement ça, tu vois. Okay. Et immédiatement je me suis dit garde ça dans ta tête, il faudra faire un contenu. Il va falloir que t'en fasses un post LinkedIn parce que visiblement là t'as mis le doigt sur un truc qui peut faire réagir des gens, tu vois, naturellement en fait en parlant avec des gens des problèmes et en présentant tes idées tu vois attends ça c'est une opportunité de contenu. Alors du coup toi
t'es CEO, donc t'as un peu ce côté, tu vois, tu le fais. Mais imagine-toi une boîte où le CEO, c'est pas lui qui va faire le contenu, c'est peut-être le CMO, etc. Les sales, ils ont des conversations tout le temps. Donc ils ont genre justement ce genre de conversation peut-être avec un prospect typiquement où ils peuvent avoir en fait leurs clients qui font les gros yeux et se dire ça, sauf que l'information va jamais passer. Tu vois, genre en fait il y a plein de learning en fait, de problèmes ou de choses qui pourraient intéresser leurs prospects et qui pourraient servir en termes de contenu, qui vont jamais passer en fait, tu vois, chez la CMO ou si c'est eux qui s'occupent de la partie content, tu vois. Donc en fait, tu as quand même cet avantage, cet unfair avantage d'être CEO et d'être en plus obsédé par cette question de contenu et donc de dire en fait toutes mes conversations en gros, j'en ferai pas du contenu, mais toutes mes conversations, si je définis un problème ou si je détermine un problème, je vais pouvoir en parler, tu vois. Alors que dans une boîte, tu vois, classique, ça va être diffus, tu vois. 2 remarques par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, premièrement, c'est précisément la raison pour laquelle je recommande aux sales de faire du contenu. Ok, alors du coup, ouais, tu réponds à la question que j'allais te poser. Est-ce que ça doit être qui doit faire du contenu dans une boîte? Ok. C'est précisément la raison pour laquelle je pense que les sales devraient faire plus de contenu. Et en fait, parce que c'est eux qui ont les conversations, donc ils identifient les problèmes. Et parce que à la fin, le contenu, on en a déjà parlé, ça apporte une crédibilité de ouf à ton discours. Et les gens qui ont besoin de crédibilité, c'est les gens qui sont là pour closer. C'est clair. Tu vois? Donc, tes sales, tu fais du contenu, tu vas potentiellement attirer tes propres leads, ce qui est quand même le rêve de tous les sales. Yes. En plus de ça, tu vas plus facilement les closer, le rêve de tous les sales. Et tu as toutes les conversations avec les prospects, donc tu vois les problématiques qui sont récurrentes, donc les idées, tu devrais les avoir facilement. Yes. Bon. Après, autre remarque, c'est que tu disais oui, l'information elle circule pas. Bah c'est le problème des boîtes, j'ai envie de dire. Tu vois, en fait l'information elle devrait circuler. Et quand tu fais du content et que t'es pas confronté aux problématiques, tu vois, en fait moi je parle avec des content managers et des boîtes qui font du content à longueur de journée. Je peux t'assurer que les meilleures boîtes qui font du content, elles passent leur temps à réécouter les calls des sales. Hyper intéressant. Ok. À aller lire le support client, à aller, enfin voilà, tu vois, c'est des gens, ils sont obsédés par attends, c'est quoi qu'est-ce que racontent nos prospects, etc. Après, il y a un cas un peu particulier qui est le SEO, mais tu vois, le SEO, c'est aussi d'une certaine manière identifier les questions que se posent les gens de son audience. Et qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils veulent y répondre, quoi. Ouais. Carrément. J'ai trop de questions, mais du coup, il va falloir choisir. Mais une des questions que j'arrête de poser, c'est sur cette partie, ce qui obsède souvent, alors sans même forcément aller au bout, beaucoup de boîtes avec qui je parle, ça va être le côté, ouais, mais j'ai envie de faire de la qualité. Et donc, du coup, ils vont se retrouver à en faire très peu de postes. Là, en fait, en plus, typiquement, je suis en train de bosser avec une boîte qui sont hyper experts dans leur domaine, hyper légitimes sur leur territoire. Du coup, quand ils font des posts, ça marche parce que c'est hyper technique, etc. Sauf que tu vois, tu peux pas produire des posts techniques autant. Donc finalement, ils font peu de contenu. Toi, t'arrives quand même là aujourd'hui à faire des contenus quand même assez chiadés sur des formats assez différents, pratiquement tous les jours. Alors, on en revient au format. Hein. On en revient sur le sujet du format. Tu peux raconter des trucs hyper stylés juste avec un texte. Ouais. Déjà. Tu vois, il y a déjà ce truc-là. Bon, moi, je te bon révèle un petit truc. Oui, il faut être bon en copywriting. Mais je te révèle un petit truc sur le fait que je t'ai dit, je prépare pas mes posts à l'avance. Par contre, je sais un truc à l'avance. C'est que mardi, je vais poster un extrait de podcast. Le jeudi, je vais annoncer mon podcast. Le mercredi et le vendredi, je vais poster un visuel. Et le lundi, je vais faire un post écrit. Ok. Et le truc, c'est que je sais que je vais faire ça. Pourquoi? Parce que bon, je sors mon podcast le jeudi, donc le mercredi soir, donc je l'annonce le jeudi. Bon, ça, voilà, je veux dire, c'est parce que j'ai ce rythme-là. Mais ensuite, je sais que aujourd'hui, je suis pas capable de produire. Enfin, quand je dis je, c'est avec Charlotte. On n'est pas capable, et surtout Charlotte, pour le coup, sur les visuels. Vu la quantité de taf qu'on a, on n'arrive pas à produire plus de 2 infographies, carousel, etc. par semaine. Ouais, c'est hyper long, ça. Mais c'est les posts qui marchent bien. C'est les posts qui marchent bien. Donc, on se dit, aujourd'hui, on est dans un espèce de casse-tête. On est en train d'essayer de trouver des solutions pour en poster 4 par semaine. On aimerait pouvoir en poster 4 par semaine. Mais effectivement, c'est compliqué. Alors après, il y a infographie et infographie. Par exemple, faire une checklist, c'est facile. Tu vois? Et donc, t'as ton infographie, ça plaît aux gens, il y a de la quantité, machin, nanana. Mais en fait, une checklist, c'est facile à produire, tu vois? Tu vois? À partir du moment où tu veux commencer à mettre en forme des trucs et tout,
Là, ça commence à prendre un petit peu plus de temps, puis ça nécessite un peu de compétences en design, etc. Donc, c'est aussi ça le truc. Donc, tu vois, déjà sur le format visuel ou carrousel, etc., tu peux trouver des espèces de compromis. Alors, justement, je vais juste m'arrêter là-dessus pour le fond de ce genre de type de poste. Parce que, en fait, tu peux avoir, comme tout à l'heure, on avait dit au tout début, tu t'adresses quand même à des C-level. La plupart, on a envie d'avoir des rendez-vous avec des C-level. Donc, c'est pour ça que je prends la partie C-level. Donc, t'as envie d'avoir des rendez-vous avec C-level. Et parfois, dans ce type de contenu, genre type checklist, tu peux vite rentrer dans des trucs un peu basiques. Tu vois, genre extrêmement basiques ou, enfin, voilà, tu vois... enfin, je sais pas, moi par exemple j'ai eu une cible pendant très longtemps qui était les DRH. Si j'explique checklist comment faire un entretien de recrutement, bon, en fait en vrai, je vais faire un flop quoi, parce que bon, la DRH va me dire bon t'es sympa, mais ça fait 20 ans que je fais ça, donc ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est peut-être que c'est encore une croyance de ma part, j'en sais rien, je suis pas voilà, mais du coup comment t'arrives à savoir en fait effectivement le niveau à mettre. Désolé, j'insiste sur ce truc-là parce que tu vois, pour moi, je vois le contenu de la même manière, la prolongation de ce que tu pourrais faire sur un call, ce que tu pourrais faire sur un mail. L'objectif, c'est que tu aies une approche qui soit pertinente et que la personne en face se dit, OK, cette personne-là, elle connaît mes problèmes. Bon, c'est pas une noob, quoi, qui vient me voir avec, etc. Elle connaît la granularité. Ça va être la différence avec, enfin, tu vois, je suis peut-être un peu chiante là-dessus, mais voilà, tu vois. Et je vois tes frameworks, c'est pas des trucs, tu vois, c'est pas des trucs basiques, tu vois. On pourrait en débattre. Mais par contre, il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce que tu viens de dire. C'est que, en fait, ce que tu as dit, c'est, je veux que la personne, elle comprenne que je comprends. Ouais, c'est ça. Comme quand t'es au téléphone, tu sais que c'est pas la bonne chose, hein, mais quand t'es au téléphone ou quand tu écris un mail, ce que tu veux, c'est que la personne, elle se dise, OK, cette personne, c'est la bonne personne pour aller peut-être résoudre mon problème. Mais t'as dit aussi un autre truc. Quand t'as pris ton exemple de si je fais une espèce d'infographie sur comment faire un entretien d'embauche. Ouais. C'est, oui, mais bon, la personne, je vais rien lui apprendre avec ce truc. Mais c'est deux sujets différents. Il y a, d'une part, le fait d'apprendre quelque chose à ton audience, et d'autre part, le fait que la personne se dise, OK, on parle la même langue. Et c'est pas pareil. Et c'est exactement la raison pour laquelle les gens, je pense, n'osent pas prendre la parole. Il faut arriver à se mettre en tête que, au travers du contenu, on peut jouer plusieurs rôles, en fait. Il y a le rôle de leader. Le rôle de leader, c'est, je vais apprendre un truc à mon audience. Donc c'est, je sais pas, on a réalisé une étude, voilà les benchmarks qu'on observe sur tel et tel truc, tu vois, et t'as une espèce d'infographie qui te balance de la data et blablabla. Et là, tu vas apprendre des trucs à ton audience. Mais t'as d'autres rôles. Tu vois, t'as le rôle de la personne qui va découvrir des trucs sur son marché. Et donc, en ce moment, on est en train de tester tel et tel truc, je vous tiens au courant. Ouais, t'as rien appris à ton audience, mais ça intéresse les gens. ouais. Et puis après, t'as le côté un peu reporter, tu vois. Le côté reporter, c'est quoi? C'est typiquement le podcast, c'est un format reporter par excellence. C'est, je suis allé interviewer des gens qui ont une compétence et je vais report à mon audience ce que m'a dit cette personne. Comme pourrait faire un journaliste, tu vois. Et t'as peut-être rien appris à ton audience. C'est peut-être toi qui as appris des trucs au passage. Mais ça intéresse ton audience. Ouais. Et donc tu vois, le truc, c'est que il faut bien distinguer le fait que le contenu, ce n'est pas simplement apprendre des trucs à ton audience, mais c'est aussi montrer à ton audience que tu connais le sujet. Ok, c'est hyper intéressant. Du coup, ça veut dire que pour toi, en fait, globalement, tu veux faire du contenu quand t'es une boîte, faut que tu saches être dans les différents rôles. Mais oui, ok, totalement. Et tu vois, je reprends ton exemple de faire une infographie, comment mener un entretien d'embauche, par exemple. Mais peut-être que la personne, elle le lira et elle se dira, ah bah, c'est exactement comme moi je le fais. En fait, elle sera saucée. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, j'avoue. Et du coup, en fait, t'as répondu, en fait, du coup, à cette question-là, de généralement des boîtes qui vont faire un contenu tous les mois parce qu'ils veulent se dire, en fait, je vais faire un truc pour montrer ma technique, pour montrer que je suis hyper bonne, expert sur mon domaine. Du coup, ça leur leader. Tu vois, le rôle de leader. Et les gens, ils veulent être dans le rôle de leader, sauf que c'est le rôle le plus compliqué et du coup, ils se lancent jamais. C'est ça. Et en fait, ils mettent souvent toute leur énergie et parfois tout leur argent aussi également dedans, et du coup finalement ils développent rien d'autre, et ensuite ça devient plus une priorité de faire du contenu, et puis après ensuite on dit que le contenu marche pas. Donc en fait, tu as répondu à cette question de manière très très précise, donc je retiens à être dans tous les rôles. Une autre question que j'aimerais te poser, c'est justement ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'en tout cas les gens qui marchent bien, alors tu as raison sur le fait qu'en B2B, des personnes aujourd'hui qui touchent des C-level, il y en a pas tant que ça, mais on va dire que on a l'impression que il faut quand même prendre des risques.
dépasser la peur du jugement. Parfois, moi en tout cas, c'est ce que j'essaye en tout cas de faire aujourd'hui. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas d'être un peu en mode de bousculer en fait un peu mon audience. Est-ce que ça c'est quelque chose en fait aujourd'hui que tu conseillerais de faire? Je sais parce que t'as parfois fait des sorties, tu le fais beaucoup moins aujourd'hui, mais etc. Et je sais que moi à l'époque quand je regardais son contenu, je faisais waouh, et j'avais tendance à dire dans le B2B ça marcherait pas de faire ça. Tu vois, genre voilà, c'est parce qu'il s'adresse, etc. Et au final, j'avais tort vu tes chiffres. Mais du coup voilà, est-ce qu'il faut commencer à raconter sa vie perso? Souvent, les CEO se disent, écoutez, j'ai pas envie de raconter ma vie. Il y a un peu ce côté-là, on met les gens un peu à distance en disant, moi, j'ai pas envie d'être comme ceux-là là qui font ça sur LinkedIn. J'imagine que tu entends ça. Et du coup, voilà. Bon, aujourd'hui, il y a un peu une tendance qui se renverse où les gens se disent, non, il va bien falloir qu'on fasse ça. Enfin, bien falloir qu'on soit sur LinkedIn. Du coup, toi, cette partie, parler de sa vie, prendre des positions fortes, etc., c'est nécessaire, c'est forcément obligatoire ou pas? C'est pas obligatoire. Après, si je reste dans le monde du sales, moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que le fait de disséminer un petit peu quelques informations sur ta vie perso, tes centres d'intérêt, etc., tu vois, parce que au-delà de la carapace business, on est des gens, tu vois, on a des centres d'intérêt, etc. En off, juste avant, on parlait de la danse, toi et moi, tu vois, par exemple. Tu vois, en fait, le truc, c'est que le fait d'avoir disséminé ces petites informations, ça t'a permis de trouver une accroche avec moi, qui était la danse, par exemple, ou de trouver un icebreaker. Et c'est un truc qui se produit très souvent avec mes prospects. C'est-à-dire que les prospects, je sais pas, il y a un peu plus d'un an, c'est un exemple que je donne souvent, c'est il y a un peu plus d'un an, du coup, j'ai fait un post en expliquant, tu vois, genre le post 5 trucs surprenants à savoir sur moi, tu vois. Et en fait, à l'intérieur, j'expliquais que voilà, j'habite en montagne, que je suis pas du tout parisien, alors que les gens s'imaginent que je suis parisien, blablabla. Et ben, ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des gens qui me disent, ah mais oui, c'est vrai, une fois j'avais lu comme quoi t'habitais en montagne et tout, machin, blablabla. Et tu vois, genre le truc, c'était il y a plus d'un an en arrière, mais ça leur fait, en fait, ça donne l'opportunité aux gens d'avoir un icebreaker. Ok. Parfois, t'as des situations un peu loufoques. Je t'en donne une qui m'est arrivée dernièrement avec un CMO, mais je le mentionnerai pas. Je dirai pas qui c'est. Pas de problème. Je l'invite dans mon podcast. Un des premiers trucs qu'il me dit, tu vois, on se dit bonjour, machin, tu veux un café, blablabla. Il me dit, ah, je pensais à toi la dernière fois, parce que je me suis mis à planter de la weed et tout. Je dis, quoi? C'est quoi ton délire? C'est quoi ton délire? Il me dit, ouais, j'ai lu dans ta bio sur LinkedIn, tout en bas, comme quoi t'étais pour la légalisation des psychédéliques, etc. Ah ouais, d'accord, ok. Énorme. Du coup, en fait, les gens, ils regardent. En fait, le truc, c'est que ma bio, elle est comme ça. La toute dernière phrase, c'est j'habite en montagne, je pratique le MMA, j'ai été danseur et je suis pour la légalisation des psychédéliques. Il a retenu ça, quoi. Et c'est son il a retenu ce truc-là et il en a fait un icebreaker et on a déliré sur le sujet. Mais du coup, ça me fait, du coup, ce truc-là fait que ça crée une connexion. J'ai une relation particulière. Ouais. Forcément. Ouais. Tu vois, forcément. C'est le truc le plus loufoque que j'ai vécu. Pour être honnête, voilà, c'est pour ça que je te donne cet exemple. Mais vraiment, je me suis dit, ah ouais, putain, d'accord, puissant. Et donc, le fait de disséminer quelques informations sur soi, en fait, ça donne l'opportunité aux gens d'avoir des icebreakers faciles, de créer une connexion avec toi, etc. Tu vois. Est-ce qu'il y a des fois, parce qu'il faut trouver le bon degré. Est-ce qu'il y a des fois, t'as des posts que t'as regrettés? Est-ce que c'est normal de regretter des posts, on parle de posts de contenu ou parfois même des épisodes de podcast? Moi, ça m'est arrivé. Donc du coup, voilà, ça arrive. Du coup, est-ce qu'il y a des trucs parfois tu t'es dit, ok, là en fait, par rapport à ma cible, je suis allé trop loin? Parce que c'est souvent une crainte. Finalement, vu tes chiffres, si ça arrivait, ça pose pas de problème, quoi. C'est une très bonne question déjà, et effectivement, j'ai regretté, mais alors pas du tout par rapport à ma cible. J'ai regretté parce que j'arrivais pas à me regarder dans le miroir avec ce poste en fait. Ok. Tu vois. D'accord. C'est plus une affaire de, je me disais, pourquoi t'as fait ça en fait. Ok. Et je sais très bien pourquoi je l'ai fait. Parce que je voulais aller provoquer, générer un peu du like et tout machin. De toute façon, il y a un truc que je dis aux gens, c'est à un moment donné, la tentation d'aller un peu titiller pour aller générer du like et machin, elle est forte. Elle est super forte, en particulier sur LinkedIn. Et en fait, tu vois tout de suite si t'as fait le bon choix ou pas. C'est quand tu te mets naturellement à recevoir des commentaires de merde et que c'est des commentaires qui te font suer, tu vois. Mm. Là, tu te dis, j'aurais peut-être pas dû faire ce post. En revanche, il y a des posts. Clairement, j'ai pris position et tout. Le truc est parti viral. Je me suis tapé des commentaires de merde. Je lisais les commentaires et je me disais,
bah, on sera jamais potes, c'est pas grave. T'assumes ton truc, t'assumes de ce que tu dis. Ok. Et là, j'étais en mode, mais en fait, c'est moi, tu vois. Et je te donne un exemple. Il y a, je sais pas, il y a 2 ans, je crois, j'ai fait un post qui est complètement parti viral sur le fait que je suis hyper choqué de voir à quel point dans certaines boîtes, les gens n'ont aucune autre conversation que les cuites qu'ils prennent entre collègues. Ouais. Ça c'est quelque chose. Tu vois, non mais on est donc voilà. Tu vois, les gens, tu débarques, les seules conversations c'est la dernière cuite qu'ils ont pris entre collègues. Yo, ce soir ça vous dit on se met une cuite. Quand est-ce qu'on se met la prochaine cuite? Tu vois, c'est et tu vois, je faisais un post où je disais mais faut arrêter le délire autour de l'alcool en fait. Et en soi, c'est pas un sujet business, c'est pas machin. Le truc est complètement parti viral et du coup t'as plein de gens qui débarquaient en mode ça y est, il veut nous arrêter notre liberté. Et ben nous, tu sais quoi, on a une culture où on va boire des coups et franchement c'est génial et tout machin. Et en fait, bah si j'avais voulu uniquement provoquer les gens et vouloir faire un post viral, en lisant ces commentaires, je me serais peut-être dit t'as quand même t'as peut-être un peu abusé et tout. Pourquoi t'as parlé de ce sujet en fait, tu vois? Et en fait, il s'avère que vraiment, les gens, je lisais leurs commentaires et je me disais, mais quel bolos. En position, etc. Mais c'est hyper bien du coup de se dire en fait voilà, il faut que t'assumes. Tu peux tout dire à partir du moment où t'assumes en fait ce que tu Ou t'assumes pleinement. Et tu vois, le truc c'est que sur LinkedIn, les sujets démagos qui font réagir, il y en a plein. L'écologie, le féminisme, blablabla, tu vois, des sujets qui partent viraux comme ça, il y en a plein. En fait, il y a des gens, je les connais, ils parlent de féminisme, zéro, tu vois. Et je me dis, mais c'est des gens, quand ils doivent prendre des commentaires négatifs, ça doit être super dur. Alors, ils sont dans leur rôle de je te connais, t'es en train de transpirer là. Là, je veux pas voir la tête de tes aisselles, ça doit vraiment pas être joli, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, je pense que tu dois être très, 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 très mal. Parce que je sais ce que tu fais, tu vois. Je sais ce que t'es en train de faire. Du coup, c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, je pense que tout le monde a des positions et donc en tout cas de se dire CEO, CMO, Head of Sales. En tout cas, voilà, on peut se donner la possibilité là-dessus. Je vais te poser une dernière question parce que là, on a dépassé carrément c'est sur la partie scale. Toi aujourd'hui, tu fais 2 millions en 2023, tu as fait 2 millions grâce au contenu. Est-ce que honnêtement, on parle toujours de possibilité de scaler le contenu, etc. Est-ce que c'est possible ou c'est un mythe? Est-ce que tu es arrivé en fait au maximum de ce que tu pouvais faire? Maintenant, il faut que tu développes d'autres canaux ou Alors, je pense qu'il y a d'autres leviers, mais je pense que il y aura forcément une limite. Un des leviers sur le contenu, c'est le SEO. Aujourd'hui, on n'en fait pas du tout. Je pense que ça, c'est un levier ouais. qu'on va développer. Je pense que, tu vois, on peut faire de la lead gen autour du contenu avec des e-books à télécharger, tu vois, et tu vois, par exemple, sur le sujet des infographies, tu fais des bundles d'infographies à télécharger, par exemple, tu vois. Donc, il y a des nouveaux leviers, mais en fait, voilà, je veux dire, j'ai fait mon SEO, j'ai fait ma lead gen, j'ai fait là le podcast, les vidéos, les machins. À un moment donné, on peut pas parler de scaling, tu vois. À un moment donné, la progression risque de continuer. On peut pas parler de scaling. Enfin, c'est parce que j'appelle du scaling, tu vois. Voilà. Donc il y a un moment donné où naturellement ça commence un peu à se tasser. En revanche, il y a un truc qui va pas se tasser, c'est la notoriété, la crédibilité de la boîte. Tu m'avais parlé en fait justement qu'aujourd'hui en fait on te voyait plus gros que ce que tu étais en fait. 100%. Ouais. C'est incroyable. Et c'est fou. Et d'ailleurs sur ce sujet, une fois on avait un lead. Je me demande si je t'en avais pas parlé. Si, c'est pour ça que je t'en parle parce que c'est un bon exemple pour finir. On avait un lead qui vient nous voir et puis on lui parle, etc., etc. Et en fait, il nous dit OK, bon bah on va en discuter en interne, blablabla. Puis ils reviennent vers nous et puis ils nous disent, en fait, je vous avoue qu'on a un peu un doute, voilà. On se dit que en fait, vu votre taille, mais on a peur d'être un mini client pour vous et qu'en fait, vous soyez pas qu'il y ait pas de care en fait pour nous quoi et qu'on soit trop un petit client quoi. Sauf que c'est une boîte qui fait 50 millions et que s'ils signaient avec nous, c'était notre plus gros client. Waouh. C'est ouf la perception. Et en fait, vraiment, quand ils nous ont dit ça, on s'est dit mais vous imaginez qu'on fait quelle taille en fait. Enfin là, si vous signez avec nous, en fait, vous aurez toute notre attention. Vous serez un de nos plus gros clients en fait. Okay. Et en fait, c'est ça que ça apporte le contenu. Bah, c'est impressionnant, c'est une super bonne manière de finir. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu as apporté, Jordan. Trop bien. Et en plus, merci à moi, toi. j'ai appris beaucoup en plus là-dessus. Bah, du coup, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour Bulldozer et puis à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Merci toi aussi. À plus. Salut. C'est déjà la fin.
J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.